Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao sur l'expérience Yannick Yao. Ça fait bien longtemps que j'ai posté, puisque j'essaye de vous apporter du contenu qui soit constructif en vous faisant découvrir des personnes qui font des choses constructives, que ce soit dans le business, dans la finance. Donc j'avais eu un peu de mal à trouver ce genre de personnes-là qui souhaitaient passer à la caméra. Mais dans le monde moderne dans lequel on est, en 2022, utiliser les réseaux sociaux, se montrer que l'on vend un produit ou un service, c'est tout aussi important que d'avoir son bon produit. Donc aujourd'hui, pour repartir de bon pied, j'ai eu l'occasion de rencontrer le monsieur qui est à côté de moi. J'ai pas envie de dire expert, parce que vous le verrez, je pense, si effectivement son analyse des choses mérite qu'on lui décerne le titre d'expert, mais visiblement il s'y connaît dans tout ce qui est finance et en particulier tout ce qui est crypto-monnaie. J'ai décidé de me relancer au niveau de l'expérience Yannick Yao avec ce monsieur chaque semaine où on va pouvoir suivre comment rentrer dans la crypto-monnaie, comment gagner avec la crypto-monnaie et qu'est-ce que l'on peut faire avec la crypto-monnaie. Et on aura d'autres surprises au fur et à mesure du temps. Patrick, est-ce que tu peux te présenter à l'audience de l'expérience Yannick Yao? Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup Yannick pour l'occasion que tu me donnes de passer à cette émission. Ce programme dédié plus ou moins un peu à la finance, crypto-monnaie et consorts, tout ça. Ouais. Je suis Patrick Yeboué, trader à la base, en charge de la startup BitTrading Edu, auteur, formateur. Je suis également Binance Angel depuis maintenant plus d'1 an. Moi, je t'ai connu ici, Patrick, puisque tu as lancé des formations avec des personnes pour une introduction à la crypto-monnaie et même un peu plus poussée pour leur montrer comment ils peuvent utiliser cet outil-là pour gagner, que ce soit en termes d'investissement ou en termes d'échange de monnaie. Comment tu es venu à cela? Tout a commencé 2014, voilà, où je quitte mon emploi pour me mettre à plein temps dans l'entrepreneuriat sans rien savoir. Voilà, je suis pas fait former, je suis rentré dada dans l'entrepreneuriat, j'ai vu un peu ce que c'est. Voilà, c'était assez difficile, compliqué, pas mal d'expériences qu'on a eu à avoir jusqu'en 2017 où on découvre, j'ai entendu parler de la crypto-monnaie bien autour de 2014, mais je n'ai pas prêté attention. Ce n'est qu'en 2017, lorsque j'ai entendu parler de Binance, voilà, de cette plateforme-là, tout de suite, ça a attiré mon attention. Et là, j'ai commencé à me pencher un peu sur la question. De 2017 jusqu'en 2022, on a fait notre petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui. Création d'entreprise, formation, on s'est fait former encore et encore, ça continue toujours pour avoir les bases, comprendre un peu de quoi il s'agit, tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'en ai fait mon métier. C'est une passion, premièrement, et puis j'aide également les personnes à découvrir ce domaine qui est assez passionnant et puis à en faire un business. Voilà. Ok, super. Avant de commencer, juste pour information, avant de se dire, ok, on va se lancer à faire ce programme-là chaque semaine, j'ai dit à Patrick, ok, j'avais investi un petit peu d'argent sur les crypto-monnaies, notamment les plus populaires, ou en tout cas les deux plus populaires qui sont Bitcoin et Ethereum. Et je lui ai dit que à cause du cours du marché, là, puisqu'on est en 2022, on est en été, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-là, je lui ai dit, je suis devenu crypto-sceptique, parce que ça a baissé très fortement. Pour ceux qui étaient rentrés, on va dire, dans les débuts, même si la baisse a été forte, dans tous les cas, ils continuent à gagner. Puisqu'ils sont rentrés dès le début, le prix d'une de ces crypto-monnaies-là était très très faible. Donc ils continuent à gagner. Et pour nous qui nous sommes lancés potentiellement dans ces zones-là, il y a moins d'1 an, je suis devenu crypto-objectif et la raison pour laquelle je voulais être avec Patrick et lancer cela chaque semaine, c'est pour que j'apprenne aussi et que vous appreniez comment, par certaines stratégies, certains outils, vous pouvez réussir à bouger stratégiquement parlant et potentiellement à gagner et rester tranquille même s'il y a des baisses parce qu'il y a potentiellement des choses qui... Enfin, vous pouvez toujours gagner mais en étant stratégique, en utilisant certains outils. Donc, Patrick, qui est Binance Angel, va nous expliquer cela. Pourquoi tu n'es pas devenu crypto-sceptique, toi? Même si tu en as fait ton métier. Là, on est en 2022, ce truc-là est... Alors le dit, c'est un peu bizarre parce que tout a commencé un peu par des constats que j'ai fait au niveau du système financier actuel, hein, traditionnel, que j'appelle traditionnel. Ouais. J'ai eu tellement de problèmes avec les cartes magnétiques que j'ai commencé à chercher quelque chose qui allait me permettre de sortir un peu de ce système-là. Et c'est là que j'ai découvert la crypto-monnaie. Depuis lors, tu comprends, je n'ai plus quitté ce navire-là. C'est vraiment par là que les choses ont commencé, hein. Un constat, après une solution, et maintenant on découvre tout ce qui est à l'intérieur, et la passion grandit, et aujourd'hui on a plein temps dedans. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, tu es convaincu, et au-delà d'être convaincu, les faits te montrent que l'avenir, c'est réellement la crypto-monnaie, c'est ça?
Oui, aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a peut-être 5, 7 ans derrière, on pouvait encore douter, avoir peur de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est une évidence parce que les acteurs qui sont à l'intérieur de la crypto-monnaie sont, je veux dire, de diverses classes, de grosses personnalités à des gouvernements, de grosses entreprises. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, une grosse entreprise ne peut pas se permettre de voir un bitcoin qui va chuter à 0 $ pour rien au monde. Donc, du coup, à cause de ces gros fondamentaux, on est tenté de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au-delà de la crypto-monnaie, il faut plus ou moins faire attention à la technologie qui sous-tend la crypto-monnaie, qui est la blockchain. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. La crypto-monnaie est la première expérience, mais le premier résultat issu de la blockchain. Mais au-delà de ça, on a une technologie qui touche à tous les domaines et qui est assez intéressante. Donc c'est vraiment ça qui permet de dire qu'aujourd'hui, on est sûr et certain que la crypto-monnaie est venue pour rester. Pour quelqu'un de novice comme moi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont aussi par rapport à cette évolution-là, est-ce que tu peux nous expliquer en des mots simples, c'est quoi la blockchain? Alors, dans des mots simples, la blockchain est considérée comme un registre, comme un gros cahier à l'intérieur duquel il y a des feuilles. Donc, chaque feuille représente ce qu'on appelle un bloc, ok, sur lequel est inscrit toutes les données en termes en heures, date, minutes, secondes, etc. Donc, toutes les transactions sont automatiquement répertoriées sur ces blocs-là et qui, à chaque fois que le bloc est rempli, on passe à un autre bloc. Ok. Donc, quand on prend le registre, on a des feuilles à l'intérieur, comme un comptable simplement. Lorsqu'il finit de remplir une feuille, il passe à la prochaine. Donc, c'est pratiquement la même chose. À la seule différence que tout le monde a accès à ce registre. Tout le monde. Aussi longtemps, quand je prends le cas du Bitcoin qui est né en 2009, aujourd'hui on a la possibilité à partir de la blockchain de pouvoir voir toutes les premières transactions. Donc depuis la première transaction jusqu'à aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir voir ça. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment ça la blockchain. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a d'autres fonctionnalités, etc., assez techniques, dont peut-être parleront, j'allais dire, plus en détail des développeurs, des programmeurs, tout ça. Mais sinon, retenez que la blockchain, c'est comme un registre sur lequel est inscrit toutes les transactions. C'est pourquoi on parle de transparence, de manque de falsification. Donc, c'est une technologie qui ne peut pas être modifiée, qui ne peut pas être falsifiée. D'où tire, d'après toi ou même d'après les informations que tu as, la force de cette blockchain-là? Pourquoi on y accorde autant d'importance maintenant? Simplement parce qu'on a découvert que c'est une technologie qui vient dépasser toutes celles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Une technologie qui nous permet de toucher à presque tous les domaines et les secteurs en même temps, qui met en avant encore une fois cette transparence-là et cette facilité d'utilisation. Au fait, le truc, c'est que quand on parle de blockchain et qu'on sort, on a la possibilité de pouvoir, pour n'importe quoi, pour n'importe quel besoin, quel usage, on a la possibilité de retranscrire ça, d'accord, de façon informatique sur cette blockchain-là et de pouvoir, sans même, j'allais dire, avoir une main invisible à l'intérieur, laisser le système gérer automatiquement tout le processus, par exemple. Et encore une fois, quand on regarde nos entreprises, on voit un peu ce qui se passe, tout ça. Il est important aujourd'hui d'avoir une technologie qui permet la transparence et puis surtout qui permet de ne pas être, j'allais dire, piraté. Parce que c'est ça vraiment le gros point de la blockchain. On ne peut pas pirater la blockchain en tant que telle. Voilà. Une fois que tout est écrit à l'intérieur, c'est fini. Personne ne peut, il peut pas avoir d'intrusion, quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant dans l'affaire. Au niveau de la monétisation, comment déterminer la valeur potentiellement du Bitcoin? Parce que la blockchain, c'est pas uniquement la monnaie, si je comprends bien, c'est juste la technologie. Après, on l'utilise pour de la monnaie ou de l'investissement, ce genre de choses. Mais comment on arrive à valoriser que telle monnaie est à 22 000 ou à 60 000 comme récemment et tout? C'est sur quoi ça s'appuie? L'argent papier, c'est garanti par l'État. Quel est le pendant de la blockchain puisque visiblement personne ne la contrôle? C'est vraiment ça la différence qui fait que c'est assez difficile aujourd'hui pour le commun d'accepter un peu ce qui est en train de se passer. Et même de la comprendre. De la comprendre, oui, parce que c'est une nouvelle donne, quelque chose d'assez nouveau, donc sur lequel il faut s'adapter, etc. Mais déjà comprendre d'abord pour pouvoir ensuite s'adapter. Alors, la blockchain qui permet la création de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'à la base, lorsque les crypto-monnaies sont créées, d'accord, elles sont créées selon une quantité bien définie à la base. Je prends le cas du Bitcoin par exemple. À la base, il est écrit dans le protocole qu'il y aura 21 millions de Bitcoins.
Donc, lesquels 21 millions ne peuvent plus être augmentés ni diminués. Mhm. Déjà. D'accord? Ce qui va créer après la valeur du Bitcoin, comme on a vu tout le parcours de 2009 à aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle le jeu de l'offre et la demande, Mhm. simplement. Donc, l'offre et la demande vont finir par réguler un peu le marché et donner la valeur qu'il faut, en griffe, à l'actif dont on parle, simplement. 2009, on voit un Bitcoin qui est autour de 1 cent, 1 dollar, moins d'un dollar, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit un Bitcoin qui atteint les 69 000 dollars et après 20 000 dollars. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir ce coût-là? Simplement parce que au fur et à mesure qu'on avance, les gens découvrent une nouvelle monnaie. Les gens sont automatiquement, comment on dit ça, veulent voir un peu de quoi il s'agit. Donc tout de suite, pas d'acheter ça. Donc si on a un développement d'achat, s'il y a une grosse masse d'achat, automatiquement, ça crée également une valeur qui va croître. Mhm. Et ensuite, lorsqu'on compare ça au système actuel, donc le système traditionnel, le Bitcoin ou la blockchain, etc., comme tu disais, n'est pas basé sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière qui gère. Mhm. Même qu'est-ce qui crée cet attachement? C'est vraiment la confiance qu'on a en cette technologie. C'est tout. C'est un consensus. On ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas qui est en train de gérer derrière, etc. Mais on fait confiance à la machine et on croit à la machine. Donc tout de suite, le fait d'avoir confiance en cette technologie-là, le fait d'avoir une masse de personnes, par exemple, qui a confiance en cette technologie-là, ça donne de la solidité automatiquement à la technologie. Il faut savoir que les gens en griffe sont fatigués un peu du système actuel, de devoir, vous voyez un peu ce qui se passe un peu à la banque, ici sous nos cieux, aller retirer son propre argent, c'est tout un problème. Son propre argent. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on présente une telle solution à ces gens de personnes-là, tout de suite sans réfléchir, elles essaient de comprendre automatiquement pour pouvoir quitter le système traditionnel pour pouvoir rentrer dans ce nouveau système. Il y a déjà ce problème que les gens veulent fuir, veulent régler. Et en voulant fuir ou régler cela, ils tombent automatiquement dans une nouvelle technologie auquel ils font confiance et paf, c'est parti. Donc plus on a de personnes qui font confiance au système et plus on aura un système qui va être solide, qui va durer dans le temps. Et puis on est sûr d'avoir aussi la valeur de la monnaie auquel les gens sont attachés, par exemple, qui va prendre la valeur. Est-ce que d'après toi, là, ça va réellement remplacer la monnaie ou ça sera quelque chose à un moment donné qui va devenir additionnel à ce qu'il y a déjà? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Je sais que les institutions sont en train de parler un peu de ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a une grosse peur parce que l'organe central ne veut pas disparaître. Voilà, donc ne voulant pas disparaître, ils vont tout mettre en place, une réglementation, etc., pour pouvoir réguler un peu le marché de la crypto-monnaie et consorts. Ne pas disparaître va signifier qu'ils vont soit s'adapter au système, créer eux-mêmes leur propre monnaie, auquel ils seront toujours détenteurs et contrôleurs, simplement, pour ne pas quitter le système, d'accord, pour ne pas perdre leur pouvoir, simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire. Maintenant, à l'unanimité, est-ce que la monnaie fiduciaire va disparaître? Le temps nous le dira, mais en tout cas, déjà, c'est une question qui a déjà été abordée, et il se peut que la monnaie fiduciaire disparaisse d'ici 2030. On attend pouvoir. Ça, ce sont des informations plus ou moins officielles qui viennent aussi du FMI et consorts. Ils en ont parlé de la Banque mondiale. Mais on attend l'effectivité. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a des pays, par exemple, qui ont commencé à utiliser de moins en moins la monnaie fiduciaire, telle que la Suède, par exemple, qui est le premier pays par lequel l'argent fiduciaire est rentré, le premier pays par lequel aussi l'argent fiduciaire est en train de sortir par la fenêtre. On voit que le numérique est en train de prendre la place. Donc, si le numérique prend de la place, on est sûr, certain que tout ce qui est physique va tendre à disparaître. Et si ça disparaît, on est sûr et certain que la crypto-monnaie fera bonne route. Pourquoi tu es rentré chez Binance au-delà du fait que tu as vu que c'était une grosse société? Comment tu es devenu Binance Angel? Déjà, ce qui m'a attiré, c'est le fait de vouloir aider. Parce que derrière, j'aime bien partager l'information, j'aime bien partager la connaissance. Donc, du coup, il était intéressant pour moi de trouver un moyen, par exemple, de pouvoir faire passer le message. Parce qu'il était très difficile, lorsque je vous parlais un peu à mon entourage et consort, très difficile pour d'aucuns d'accepter cette nouvelle technologie. C'est toujours normal, hein, parce que lorsqu'il y a une nouvelle technologie, c'est assez difficile de pouvoir l'accepter du coup comme ça. Donc, ça prend du temps. Dans le parcours, tout ça, j'ai découvert qu'il y a Binance qui recrutait, voilà, des volontaires qui vont venir accompagner la communauté, enseigner, former la communauté, et ça va vraiment dans l'objectif que j'ai. Donc du coup, j'ai pas hésité à me lancer, et puis aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, d'après les informations que tu as, et d'après éventuellement ton ressenti, la crypto-monnaie, elle est utilisée plus dans l'investissement
ou dans l'échange de biens et de services avec cela, ou peut-être les deux qui vivent. C'est devenu aujourd'hui de l'argent. Ce que 10 000 francs CFA peut faire, 1 $ peut faire, aujourd'hui un bitcoin ou 10 $ bitcoin peuvent le faire. Donc aujourd'hui, je peux acheter mon billet d'avion, il y a plein de plateformes qu'on peut présenter, etc., qui démontrent ça. Ici à Abidjan, il y a des restaurants qui acceptent le bitcoin. Quel restaurant par exemple? Par exemple, au Vallon, il y a un restaurant qu'on appelle le restaurant 777. Ils acceptent. C'est une dame qui est détentrice de l'établissement et tranquillement, elle a compris le système. Donc tout de suite aujourd'hui, on peut aller manger là-bas avec n'importe quelle crypto-monnaie. J'observe ça, la crypto-monnaie. Des fois, il y a des informations qui passent comme ça, je dis, oh mince. Par exemple, Elon Musk qui va vendre sa crypto-monnaie, en tout cas Tesla. Je me dis, mince. Et comme c'est appuyé sur uniquement la confiance, entre guillemets, du peuple, quand tu as une personne qui a une telle influence, ça peut être dommageable pour l'outil, en fait. Puisque finalement, les gens suivent beaucoup ce que ce gars-là va faire. Ou ça peut être une autre personne. Toi, par exemple, quand tu entends ce type d'annonce-là, qu'est-ce que tu te dis? N'oubliez pas que c'est un jeu d'intérêt. Les gros pions savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent qu'ils peuvent manipuler une grosse masse. Voilà, une grosse partie des utilisateurs ou des investisseurs. Ça, c'est quelque chose qui avait commencé quand Elon Musk avait commencé à plaquer sur son Twitter, par exemple, Bitcoin. Ça donnait au Bitcoin d'avoir une valeur extraordinaire, etc. De connaître une hausse immédiate. Aujourd'hui, les investisseurs ont commencé à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi cette tweet et qui ont perdu. Donc aujourd'hui, les gens ont compris qu'il jouait un peu avec l'esprit et peut-être que c'était à son profit. On ne sait pas. Mais il y a moins de personnes qui suivent ça aujourd'hui parce que les gens ont compris qu'il peut y avoir de telles personnes, par exemple, qui peuvent, à partir de leur influence, impacter automatiquement le marché et fait que le marché ait une grosse répercussion. Toi qui conseilles et qui aussi investis dans cela, quand tu as ce type d'annonce-là d'une grosse tête, entre guillemets, qui a une telle influence sur potentiellement l'une des monnaies sur laquelle tu as investi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je reste tranquille ou potentiellement sur quoi tu t'appuies pour te dire Il faut être à l'affût de l'information parce que tout peut arriver. Elon Musk est très attaché à Dogecoin, par exemple, qui est la monnaie qu'il a poussée en première position. C'est une monnaie, si vous la détenez, il faut être à l'affût de l'information. Quoi qu'il dise pourrait avoir un impact sur cette monnaie. Si vous achetez une monnaie sur laquelle un influenceur, une grosse personnalité, par exemple, a du poids, il faut rester à l'affût de l'information. Simplement parce que oui, ça fait peur. Il peut arriver, par exemple, que cette personne-là vende tous ses avoirs. On aura un marché qui va peut-être chuter et qui aura un impact sur votre portefeuille. C'est des éléments qu'il faut avoir, c'est des informations qu'il faut avoir. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Donc, on ne peut pas acheter et puis juste fermer les yeux. Non, ça dépend des monnaies sur lesquelles on est. Il y a des monnaies sur lesquelles on est, il n'y a pas de problème. On peut rester les yeux fermés et puis attendre que dans des mois après, tout ça revienne là-dessus et puis avoir un bon profit. Mais une monnaie qui est susceptible quand même de baisser ou de monter après une information d'un gros pion, il faut faire attention. Écoute, ça fait une bonne transition parce qu'on va aller maintenant sur ce que toi tu utilises et comment tu potentiellement te positionnes stratégiquement parlant pour pouvoir faire des investissements. Alors, c'est quels outils toi tu utilises pour pouvoir investir ou en tout cas t'informer sur toutes ces crypto-monnaies? Alors, il y a plein d'outils. Déjà, les outils qui sont les plus utilisés ou connus, il y a déjà cet outil CoinMarketCap, donc cette plateforme de référencement ou de listing de crypto-monnaies. D'accord, CoinMarketCap, simplement. CoinMarketCap.com. Donc ici, on a la liste de plusieurs crypto-monnaies, d'accord, qui sont listées ici avec leur valeur, la progression, le projet, etc., etc. Pas mal d'informations qui peuvent vous aider déjà dans un premier temps à comprendre un peu l'écosystème, de savoir également quels sont les actifs qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas la seule plateforme, c'est simplement l'une des plus utilisées qui appartient également à Binance. À CoinMarketCap, ça appartient à Binance? Oui. D'accord. Voilà. Et donc ici, il y a environ 20 450 crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, c'est le 3 août. C'est ça? 4. Voilà. C'est le 4, hein? Voilà, 4 août 2022. Donc à cette date, nous sommes à 20 450. Voilà, crypto-monnaies qui sont listées sur cette plateforme. D'accord. Voilà. On a également d'autres informations, telles que les échangeurs. Donc, c'est quoi les échangeurs? C'est simplement une plateforme de trading. À la base, la fonction principale, c'est plateforme de trading. À l'intérieur, maintenant, on peut avoir plusieurs produits qui peuvent nous servir à investir. Sinon, à la base, un échangeur, plateforme de trading. Comme le nom l'indique, un échangeur, donc échange. Donc, on part là-bas pour échanger des monnaies entre elles.
Quels outils il faudrait juste pour pouvoir acheter des bitcoins? Il faut une carte bleue, il faut aller à la banque, il faut faire quoi pour pouvoir acheter la crypto-monnaie? On pourra voir ça peut-être tout à l'heure, mais sinon à la base, il y a plusieurs moyens d'acheter une crypto-monnaie, hein, D'accord. plusieurs moyens. Hmm. Entre autres la carte crédit. Voilà. Ici à Abidjan par exemple, on a des cartes quand même qui fonctionnent. Voilà. Sur lesquelles on peut s'appuyer par exemple pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Dans le cas contraire, vous pouvez passer par un intermédiaire, par exemple, pour pouvoir avoir des cryptos. D'accord. Simplement, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. D'accord. Ensuite, on a une capitalisation ici du marché, donc qui démontre un peu la capitalisation, c'est simplement la quantité de monnaie en circulation, d'accord, multipliée par la valeur actuelle. Donc ici, c'est juste la capitalisation globale de tout le marché de la crypto-monnaie qui fait aujourd'hui près de 1082 milliards. 62. Voilà. 1062. Ouais, 1062 milliards. 1062 milliards Okay. environ. Donc tout le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, une forte capitalisation de près de 1062 milliards. Voilà. C'est tout le marché de la crypto-monnaie ou ce sont que les crypto-monnaies qui sont sur cette plateforme? C'est tout le marché de la crypto-monnaie. D'accord. Voilà. Donc même si vous partez ailleurs, vous allez voir que ce sont des chiffres qui sont sensiblement égales. Hein. D'accord. Égaux, ouais, égaux aussi, c'est ça. Ouais, ça bouge parce que comment ça s'appelle, le prix bouge aussi. Donc, okay. Oui, c'est tout ça. Okay. Mais en tout cas, on est à 1000 milliards actuellement. D'accord. Voilà. Donc en plus de ça, c'est quoi? Il y a des informations. Je prends le cas par exemple du Bitcoin. Voilà. Lorsqu'on vient sur le Bitcoin par exemple, vous allez voir juste ici, on a le nom de la monnaie. Ici, on a le prix. Ici, on a la variation en 1 heure, la variation en 24 heures, en 7 jours. On a la capitalisation de la monnaie. On a le volume de transactions en 24 heures. On a ici la quantité en circulation. Et on a juste un aperçu un peu des 7 derniers jours en termes de progression. Est-ce que sur le Bitcoin, enfin sur la crypto-monnaie, on peut gagner même quand la monnaie baisse? À partir du moment où les monnaies sont sur le marché financier, donc la bourse, c'est possible. Mais à la base, il faut dire que la crypto-monnaie a vraiment une particularité, c'est qu'il y a 2 marchés à l'intérieur. Il y a ce marché-là sur lequel on va acheter des actifs de valeur. Donc un actif de valeur, c'est un actif qu'on peut acheter et qui peut nous servir en dehors du marché. Donc quand je pars sur le marché, quand je dis marché, je parle d'échangeur. Donc je pars sur l'échangeur, par exemple, quelques moyens que ce soit, hein, j'acquiers mes bitcoins. Ces mêmes bitcoins-là, je peux les utiliser pour acheter un billet d'avion. D'accord. À ce moment, pas d'actifs de valeur. Tranquillement. Okay. Et il y a cet autre marché-là, lui, maintenant, qui nous permet de faire des paris. Simplement, là, à ce moment-là, oui, on peut parier sur la baisse. Si Bitcoin chute, on peut se faire de l'argent pendant que Bitcoin chute. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie assez intéressante qui fait que... De toute façon, on va revenir chaque semaine, donc on en reparlera de ça. Là, c'est une introduction et chaque semaine, on va voir si on peut gagner. C'est ça. Donc, je rentre à l'intérieur en cliquant sur la monnaie et ça me donne exactement quelques informations. Donc, on aura comme information la valeur à l'instant T, d'accord, du 4 août 2022 à quelle heure là? Près de 15 heures par là. 15h54. Voilà. On a un Bitcoin qui vaut 22 906,62 $. OK. On a également des informations telles que le site internet, voilà, de la monnaie. On a d'autres éléments sur lesquels on reviendra également qui sont un peu techniques, mais d'autres éléments également qui sont liés à l'univers de la monnaie, donc au projet qui est derrière la monnaie. D'accord. Ça, c'est important. On a également des éléments tels que le white paper, on en parlera aussi. On a également les codes sources, on en parlera. On a également les catégories sur lesquelles la monnaie est. Donc, catégories en termes de... Oui, catégories, hein, je veux dire la monnaie dans quel projet, dans quel domaine, etc. Donc, ça, c'est bien spécifié ici. Ça aussi, on peut parler également après de l'utilité de cette partie-là. OK. Donc, pour chaque monnaie, on aura la capitalisation. D'accord? En fonction de la quantité en circulation. On aura l'autre capitalisation en fonction de la quantité totale, d'accord, de la monnaie. Et on aura ici le volume, d'accord, en 24 heures de la monnaie. Ça, c'est important aussi, un élément très, très capital sur lequel on reviendra. Et enfin, on a ici des valeurs en termes de quantité sur le Bitcoin. On a aujourd'hui 19 millions de Bitcoin en circulation, soit 91% de toute la quantité totale, donc 21 millions. Alors pour ça, je m'arrête un instant pour parler un peu de ça. C'est très intéressant en ce sens où les monnaies sont différentes en fonction de leur naissance, en griffe. Donc il y a des monnaies qui naissent suite à leur propre blockchain, issues de leur propre blockchain. Là, à ce moment-là, on parle de pièces, on parle de coins, parce que ces monnaies-là peuvent être minées
Donc, le processus du minage aussi, j'en parle tout à l'heure. Et il y a ces monnaies-là qui sont nées, d'accord, de blockchains déjà existantes. Celles-là, on les appelle des tokens. D'accord? Donc, deux types de monnaies. Des monnaies qu'on peut miner et des monnaies qu'on ne peut pas miner. Quand je prends le cas du Bitcoin, par exemple, on a 21 millions de Bitcoins. Donc, selon j'allais dire, le programme, d'accord, qui est en dessous du Bitcoin, donc qui sous-tend le Bitcoin, tout ça, les 21 millions pourront être en circulation, d'accord, grâce au processus de minage. Donc, le minage, c'est vraiment cette technologie-là qui nous permet de pouvoir résoudre des équations mathématiques ou complexes et qui, à l'issue des résolutions, le système est récompensé par des bitcoins, Alors, par la monnaie de base. excuse-moi, parce que comme je te dis, moi, je suis nouveau dans cela et j'aime bien faire comme si j'étais le dernier de la classe. Quand tu dis minage, parce que peut-être que j'ai loupé quelque chose, comment ça se fait le minage là, ou la mine? La mine, oui. Au fait, tout est tiré un peu du processus aussi j'allais dire, au niveau de l'or. Hein. Voilà, vous savez on obtient l'or brut. Après quoi, l'or passe au feu, il est épuré, etc. Et puis on obtient à la fin de l'or fin. D'accord. Voilà, pur. C'est pratiquement un peu ce même système-là. Alors, la seule différence qui ici, on ne passe pas par le feu. Le seul moyen par lequel on passe, c'est par des machines. Des machines qui, à l'intérieur, ont des programmes, comme ce que vous voyez ici, par exemple. Donc, on a ce genre de machine-là qui tourne 24 heures sur 24 et qui résolvent derrière des équations. D'accord. Lesquelles équations doivent trouver à la fin un résultat. Donc, quand le résultat est OK, les propriétaires, par exemple, à la fin, où le système récompense avec des bitcoins, simplement. Donc, pour chaque monnaie, c'est le même processus. Si je décide de miner du bitcoin, à la fin, lorsque ma machine résout ces équations-là, je suis récompensé en bitcoin. Voilà. Mais Donc, qui te récompense? C'est ça, j'arrive pas. C'est le système qui te récompense. Le système que le gars, là, comment il s'appelle déjà? Si on peut dire Satoshi Nakamoto. En fait, tout est sur la blockchain. Hein. D'accord. À la base, tout est écrit sur la blockchain. Ok. Voilà. Si vous comprenez qu'il y a des monnaies qui n'ont pas ce même processus et qu'il y a des monnaies qui ont ce processus, ça signifie que tout à la base a été écrit dès l'origine pour la monnaie. Pour dire que chaque fois que nous voulons avoir la monnaie, il faut passer par tel processus, il faut qu'il y ait ce genre de calcul, etc., pour qu'il y ait à la fin une récompense. OK? Donc, dans le cas du Bitcoin, qui est la première monnaie, il a été écrit que les 21 millions pourront être minés jusqu'en 2140. D'accord. 2140. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à quoi? 21 millions, pardon, nous sommes à 19 millions de pièces en circulation. 91% sont déjà... 91%. Donc, les 9 autres pourcents vont être achevés d'ici 2140. Vous voyez que là, ça démontre un peu de ce qui pourrait arriver plus tard. La rareté. Donc, plus on va évoluer, d'accord, il va être difficile d'obtenir des bitcoins. Parce que plus on va progresser et plus les récompenses vont diminuer. Bitcoin, c'est sorti quand? Bitcoin en 2009? En quasiment... Je n'ai pas la dizaine d'années, c'est pas grave. C'est ça. Quasiment une dizaine d'années, il y a eu 91%, 19 millions qui ont été produits. Exactement. Et c'est en 2140 qu'on aura atteint potentiellement le maximum, on ne pourra plus. C'est la date limite où il faudra avoir produit X, enfin les 21 millions. Sinon, si on dépasse là, par exemple, on est à 20 millions, et on pourra même en produire en 2141, si j'ai bien compris. Non, c'est fini ça. Mais si on a produit ça en 10 ans, il reste 2 millions là. Oui, comment se fait-il que les 2 millions vont prendre au moins 100 ans? Même pas. Je me pose même pas la question. Je me dis que des 2 millions vont prendre... Ça va être rapide, quoi. Normalement, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, c'est pourquoi je dis dès la base, il y a déjà un programme qui a été écrit. Lorsque ça démarrait et qu'on faisait le minage, les récompenses étaient plus élevées. D'accord? La période dans laquelle on est, par exemple, après chaque résolution, les récompenses tournent autour de 12,5. 12,5, ça veut dire 12,5 en termes de récompense. 12,5 Bitcoin. On te donne 12,5 Bitcoin. Voilà, en fonction de la puissance de calcul. Hein. Donc il y a tout ça derrière. Il faut que la machine soit puissante pour avoir ce genre de résultats-là. D'accord. Moins ta machine est puissante et moins tu auras aussi beaucoup de récompenses. Quoi. OK? Donc derrière, au début, les minages avaient démarré, les récompenses étaient élevées. Donc plus on évolue, les récompenses diminuent. C'est pourquoi il va arriver un temps, par exemple, on va te dire que durant 4 ans, les récompenses vont être de 1 bitcoin.
D'accord. Donc c'est pourquoi ça peut tirer jusqu'en 2140. Mais c'est pas grave. Un Bitcoin, tu te rends compte que finalement, tu pourras plus trop en produire. Un Bitcoin À ce vaudra moment, énormément. exactement. Oh, ok. Exactement. Ok. Donc vous comprenez maintenant pourquoi la monnaie est venue pour rester. Déjà la première chose, et quand on regarde ça, pourquoi il est possible qu'un Bitcoin fasse peut-être par exemple 100 000 dollars, par exemple 400 000 dollars, pourquoi pas 1 million de dollars selon des analyses. C'est possible en fonction de la rareté. Parce que vous allez voir que plus il va être rare, il va être difficile d'avoir des Bitcoins et plus les gens vont pas vouloir vendre. C'est comme de l'or. Ah, dis-moi une chose. Ah, attends. Je suis devenu crypto-sceptique. Tu vas changer. Hein. Ouais, bah, parce que là, ce que tu me dis, je me dis, logiquement parlant, ouais, j'aurais foncé dessus. En moins de 10 ans, enfin, en quasiment 10 ans, il y a eu 91% qui a été produit, et sachant qu'il reste un grand nombre d'années pour produire le maximum. Mais pourquoi des gars comme... et ça, tu n'es pas entre guillemets dans leur secret, comme tu dis, c'est des jeux d'influence et tout. Mais il y a des gars comme Warren Buffett, Charlie Munger, qui, eux, te disent non, ça là, c'est vraiment n'importe quoi. D'après toi, je ne dis pas que tu le sais, mais d'après toi, pourquoi ces grands financiers, puisqu'ils investissent sur les marchés financiers, surtout aux States et tout, pourquoi ces gars-là se disent non, ça c'est de la merde? C'est assez difficile de répondre à ça parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir un attachement, par exemple. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui sont très attachées aux actions. C'est la classe un peu en griffe. C'est un peu la classe un peu traditionnelle. Donc, selon leur retour, par exemple, ils disent que ce sont des choses qui ne vont pas durer. Voilà, les cryptos sont venus pour ne pas durer, bien au contraire, à cause de la forte volatilité. Les cryptos sont des actifs très, très volatiles, quoi. C'est assez volatile. Donc, du coup, ils ne voient pas ça comme un actif qui va faire long feu. Ça, c'est leur façon de voir. Derrière, je ne sais pas pourquoi ils appréhendent les choses de cette façon-là. Je ne saurais le dire, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder quand même les faits, quoi. C'est de regarder ce qui se passe. C'est de suivre ça. Vous savez, de grands noms ont dit que Bitcoin allait couler plusieurs fois, allait mourir, mais Bitcoin continue de tenir la route. Les grands noms de grosses personnalités qui sont à la tête de grosses banques ont dit que c'était terminé pour Bitcoin en 2017, etc. Mais Bitcoin demeure jusqu'à présent. Donc finalement, qui il faut écouter? Je pense qu'il faut regarder juste le marché. Il faut suivre juste ce qui est en train de se passer et en fonction de ça, il faut tirer maintenant ses propres conclusions, quoi. Personnellement, je ne regarde pas trop ce qui est dit dehors. Je regarde simplement ce que me dit le marché, ce que me disent les informations qu'on a, je vais dire, dans le marché global. Et en fonction de ça, maintenant, je prends ma décision. C'est très, très important de faire ça. Voilà. Okay. Parce que derrière, nul ne sait les projets que les gars, ils ont. Nul ne sait ce qu'ils sont en train de comploter. Nul ne sait s'ils ont déjà des stocks de crypto-monnaies. Ça, on ne sait pas. Même s'ils le faisaient, peut-être que ça allait être officieux, on n'allait pas savoir. Ils n'allaient pas le déclarer. C'est fort possible. Donc, du coup, qu'il faut suivre. Suivez ce qui est en train de se passer. Ça fait 12 ans que le Bitcoin tient la route. Alors qu'avant 12 ans, c'est-à-dire avant 2017, combien de fois ils n'ont pas traité le Bitcoin de mauvaise monnaie, de monnaie qui va tendre à mourir, de monnaie qui est presque morte, de monnaie... Lorsque le Bitcoin était en 2017 à 19 000 $, qu'il a chuté à 3 000, mais c'était fini. On a traité le Bitcoin de fausse monnaie, mais voyez-vous, Bitcoin atteint 69 000 $. Et la capitalisation du Bitcoin seulement est en train de dépasser de grosses entreprises, la capitalisation de grosses entreprises. Donc du coup, vous comprenez que s'il y a de telles choses qui se passent, ce sont de gros fondamentaux. Voilà, donc peu importe ce qui se dit, suivez ce qui se fait, simplement. Ok, ça marche. Suivez ce qui se fait. Ok, ça marche. Avançons. Super. Donc ici, je disais, donc il y a toutes ces informations-là qui sont assez techniques, sur lesquelles on pourrait revenir, parce que c'est des critères ou des éléments qui peuvent nous aider dans le choix, d'accord, des monnaies que nous voulons acheter et selon également la progression ou la bonne tenue du projet qui sous-tend la monnaie. Donc, juste en dessous, on aura ici un menu avec une vue un peu de la progression de façon graphique de la monnaie. On aura également ici marché. Donc ici, c'est vraiment tous les marchés sur lesquels on peut avoir du Bitcoin pour la monnaie. Utilise ma loupe. Je t'ai mis la loupe pour que désolé. Donc ici, c'est market, donc marché.
Ici, on a une vue un peu sur le marché en termes de graphique. Ici, on a le marché. Donc, vous allez voir qu'on a toute la liste ici, d'accord, des échanges sur lesquels Bitcoin est D'accord. listé. Voilà. D'accord, c'est ça les échangeurs. Les échangeurs, D'accord, c'est simplement. par là qu'on passe pour pouvoir Soit acheter, vendre. acheter, voilà, simplement. D'accord. Voilà. Et comme je disais, il y a plusieurs façons, hein. On a dit qu'il y avait la façon, par le moyen pardon, de la carte de crédit. Mhm. Il y a le moyen également d'achat-vente directement sur un échangeur. Si vous ne voulez pas être confronté ou vous ne voulez pas être, comment on dit ça, vous ne voulez pas avoir les graphiques, si ça vous pose des problèmes, vous pouvez passer également à d'autres marchés. Voilà, il y a un marché qu'on appelle le P2P, qui est le marché de pair à pair, voilà, qui a juste retiré l'intermédiaire et donc vous traitez directement avec un marchand. Voilà, donc ça, on a ça sur la plateforme de Binance directement. Voilà, vous voyez ici dans la partie acheter des cryptos, il y a une partie trading P2P. Voilà, Utilise ma loupe, pardon. sur cette partie-là, vous avez ici, d'accord, donc dans acheter des cryptos, vous avez ici trading P2P. Vous voyez, donc quand je clique là-dessus, vous allez voir, on est sur un marché virtuel avec des marchands qui sont présents. Voilà, dans chaque zone économique, hein, la zone CFA, euro, etc., Naira, etc., etc. Donc tranquillement, vous pourrez venir ici et commencer à passer vos premières transactions. Voilà. Donc pour cela, rapidement, je passe là-dessus rapidement. Voilà, c'est des choses certainement sur lesquelles on reviendra. Ouais. Donc ici, je vais directement ici dans la partie fiat. Vous venez ici et vous tapez la monnaie de votre pays. Voilà, ici, Afrique de l'Ouest, on a XOF. Et lorsque je clique là-dessus, j'aurai ici tous les marchands qui acceptent le CFA et qui également présentent leur prix en fonction de la monnaie que vous voulez acheter. Donc si je veux acheter des USDT, l'USDT, c'est simplement une monnaie stable. D'accord, une monnaie qui est adossée au dollar, voilà, qui ne fluctue pas. Donc 1 dollar égale 1 USDT. Même quand ça fluctue, c'est de 0,01 dollar, quoi, donc 1 cent. Voilà, donc on a ici les valeurs, on a ici le nom des marchands, on a ici la valeur de 1 USDT. Et si vous regardez les valeurs que vous êtes, vous sentez attiré par une valeur qui vous sied, vous pouvez automatiquement passer l'ordre d'achat. Voilà, simplement. Donc, bien sûr, en suivant ici le mode de paiement qui vous sied. Qu'ils acceptent. Exactement. Ah non, qu'ils acceptent ou c'est eux qui mettent le mode de paiement qu'ils acceptent ou il y a plusieurs modes de paiement si tu cliques par exemple Oui, sur ils acceptent. celui-ci. Par exemple, D'accord. simplement. Si tu viens acheter, par exemple, c'est toi qui envoie l'argent. Donc, par MTN Mobile Money. Et c'est le marchand qui t'envoie les cryptos. Voilà. Donc, le mode de paiement doit aussi te profiter. Je dis que tu dois aussi avoir ce mode de paiement-là. D'accord. Si ça te sied tranquillement, tu le fais. Par contre, si tu ne veux pas ce mode de paiement, tu viens dans tous les paiements. D'accord. Et tu cliques ici, tu auras la liste Des paiements qui sont des acceptés. paiements qui sont là. Tu choisis ce qui te sied. Par exemple, Ok. Orange Money. Dès que tu cliques sur Orange Money, tu as un tri de tous les marchands qui acceptent Orange Money. Ah, ok. Et tu fais ton choix en fonction de la valeur de la monnaie. Alors, on passe dessus facilement et rapidement dessus, mais je vous assure que c'est un gros business. Quel est l'intérêt de passer directement peut-être les frais de transaction qui sont supprimés, c'est ça? Les frais de transaction, oui, on peut le dire. Mais pour frais de transaction, je ne parlerai même pas de frais de transaction. Je vais parler un peu en termes de RETA, en termes comment je vais dire ça? De réta de transaction. Peut-être quand on travaille ou bien quand on va vers une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ou une personne de la place, par exemple, ça peut mettre du temps. Il peut ne pas avoir de liquidité. Surtout ça. Souvent, il y a manque de liquidité sur le marché, sur le terrain. Alors que sur le P2P, il y a toujours un marchand qui est prêt, qui en dispose, vers qui vous pourrez partir. C'est ce qui est intéressant en fait. Et ça vous évite de sortir, de faire plein de... vous voyez un peu, non? Là, on est sur la plateforme de Binance. Est-ce que c'est Binance qui garantit que les marchands qui sont dessus sont entre guillemets solvables? C'est-à-dire que ce qui est présenté, c'est sûr qu'il l'a, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Voilà, parce qu'ici aussi, on a connu des gaffes. Hein. Il y a eu des marchands qui ont arnaqué. Voilà, simplement par la méconnaissance des utilisateurs. Aujourd'hui, ça a baissé, parce que oui, il y a des mesures qui ont été prises, et ça a donc baissé. Oui. Comment tu fais alors pour si c'est présent sur cette plateforme-là, eux ils te disent ok, voilà ma plateforme, vous pouvez aller et traiter avec les mecs en direct. Maintenant, ça a vos risques et périls sur le P2P, c'est ça? C'est ça. D'accord. Sinon. Donc Binance n'est pas responsable de ce qui pourrait se passer. D'accord. Si vous allez sur le P2P.
Oui, peu importe, hein. Même que ce soit sur le trading et qu'on sort, on vous dit, voilà, on vous donne déjà une notable bénie pour vous dire de faire attention. D'accord. Voilà, tout ce qui pourra arriver de votre propre faute. Et donc ça dit quoi? Ça signifie qu'il faut comprendre avant de se lancer là-dessus. D'accord. Ce qui est tout à fait normal, c'est un investissement. Donc, du coup, il faut comprendre ce que vous faites. D'accord. Ok. Voilà. Ça Donc ici, il y a plein de critères, hein. Il y a plein de critères de choix. Voilà. Avant de se lancer, acheter une monnaie, tout ça. Je pense qu'on reviendra dessus, hein. Et ensuite, on a quoi? Donc, on a vu CoinMarketCap. Comme j'ai dit, il y a plusieurs plateformes, tout ça. Aujourd'hui, c'est une entrée en jeu. Juste vous présenter déjà en introduction ce qui est en train de se faire, ce de quoi on parlera, ce sur quoi on s'attardera. Et puis, pourquoi pas, comment investir sur le marché de la crypto-monnaie tranquillement et sereinement. Ça, c'est très important. On peut revenir maintenant ou attaquer peut-être le marché maintenant rapidement Ok. du Allons-y. Bitcoin. Voilà. Donc, on aura ici un Bitcoin. On a un Bitcoin qui est à près de 22 000 dollars. Voilà. On a un Bitcoin qui est à près de 22 000 dollars. Quelle est sur quelle plateforme là pour avoir ce graphisme-là? Parce que je crois qu'on ne l'a pas Donc, présenté. je peux être sur Binance, sur n'importe quel échangeur pour avoir le graphique. Tu utilises ma loupe? Et je peux par contre venir également sur TradingView. TradingView.com. Simplement. Ok. Voilà, disponible pour avoir également le graphique. Ok. Simplement. Voilà, donc on a à la base l'évolution du Bitcoin qui est représentée de cette façon. Donc ici, d'accord, représenté en graphe, donc graphiquement. Donc ici on a l'évolution du Bitcoin depuis 2017, voilà, ou 2009, en fonction de la plateforme sur laquelle on est. On aura ici l'évolution depuis le début jusqu'à maintenant. Donc on a un Bitcoin qui a évolué de cette façon. Et en fonction de ça, on peut également savoir, ou je vais pas dire prédire, mais analyser pour pouvoir prévoir quand même les prochains mouvements que Bitcoin pourrait avoir. Ça, c'est très, très important. Okay. Donc, on va essayer de voir un peu ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, simplement. C'est juste une analyse. Voilà. Le marché, n'oubliez pas, le marché est roi. Le marché peut faire ce qu'il veut. Il peut aller où il veut, tranquillement. Voilà. Donc, on peut pouvoir prévoir, mais bon, le marché peut faire ce qu'il veut. Donc, ici, on a à ce niveau-là un Bitcoin qui vaut 22 947. OK. Simplement, bon, je le fais juste comme ça, hein. On aura aussi la possibilité de pouvoir tranquillement revenir là-dessus. Donc, il y a deux cas de figure. On pourrait avoir, si j'augmente bien, on pourrait avoir un Bitcoin, ok, qui peut dans les prochains jours chuter pour atteindre les niveaux 20 000 dollars, ou un Bitcoin en montée, d'accord, pour atteindre les 27 000 dollars. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes dans une zone assez risquée, d'accord, une zone assez stable, où on n'a pas une claire visibilité de là où le marché pourrait partir. Là, je le dis de la plus simple des façons, hein, pour ne pas embrouiller tout ça. Donc, de façon sereine, si nous voulons acheter à un moment propice, il serait intéressant d'attendre les niveaux de 24 000 dollars ou les niveaux de 22 200 dollars. Okay? Alors, juste, avant de continuer, là, Patrick, ce qu'il est en train de donner, c'est lui comment il fonctionne. Si vous voulez suivre ça, tant mieux. Si vous ne voulez pas suivre, tant mieux. Mais lui, c'est comme ça qu'il évolue. Donc, très clairement, il ne vous donne pas de conseils pour que vous le fassiez. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne personnellement, dans ses business et avec les personnes qu'il conseille. D'accord? Juste cette mise au point-là. Ok, allez-y. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est ce qu'ils disent tous sur YouTube. C'est ce qu'ils disent tous. Hein. C'est ça. Donc, ici, il faut le faire de façon sereine, de façon prudente. C'est très important. On ne se presse pas lorsqu'on est sur le marché. Okay. Voilà. Donc, on aura une claire visibilité, d'accord, d'un Bitcoin qui tend vers 27 000 dollars. À partir du moment où on aura le graphique, où on aura le prix du Bitcoin qui va surpasser le niveau des 24 000, voire 25 000 dollars. OK? Une fois qu'on a ce prix-là, je mets ici, je décide. Une fois qu'on a cette progression,
D'accord? À ce niveau-là, à ce moment, on peut se dire qu'il est temps de prendre position. Donc, je mets ça comme ça pour qu'on voie bien. Voilà. OK? Dans le cas contraire, si on a un Bitcoin qui descend et qui vient franchir ou casser la barre des 22 200 dollars, d'accord, ici, à ce moment-là, on est sûr d'avoir un Bitcoin qui va aller chercher les niveaux plus bas de 20 000 dollars et pourquoi pas moins que ça. Voilà, donc pour l'heure, on peut attendre de voir un peu le comportement du Bitcoin dans les prochains jours qui viennent afin d'avoir un bon moment ou une opportunité d'entrer sur le marché. Donc toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu vas regarder cela par rapport à cette zone qui est indécise, entre guillemets. Exactement. Si ça monte jusqu'à 25 000, tu te dis, OK, ça va continuer. Mais si ça baisse dans les 22 000, tu dis, OK, ça va continuer aussi, mais vers le bas. Vers le bas, C'est comme ça exactement. que tu vas faire. C'est OK. ça. De la plus simple des façons. Hein. OK. Voilà. Sinon, il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir aller en profondeur. Mais bon, pour l'heure, on peut déjà donner ça simplement pour des prévisions à court terme, c'est-à-dire dans les 2-3 jours qui viennent, pour D'accord. voir exactement où Bitcoin va se diriger. Et si on doit tenir compte de ce qui est là, ça va être pour nous de bons niveaux pour pouvoir avoir une claire visibilité de là où Bitcoin va partir. OK. Ce qui est super, c'est que comme on date la chose, même si sur Internet, je ne le fais pas trop, on est le 4 août. Donc là, on a vu comment c'était. Donc d'ici 2-3 jours, on sera le 7. La semaine prochaine, nous reverrons qu'est-ce qui s'est passé à partir du 7. Est-ce qu'effectivement c'est descendu par rapport à ce que toi, tu avais éventuellement prévu, ou est-ce que c'est monté et là, on verra comment avancer par la suite. OK, super. C'était une première introduction sur écoutez, la crypto-monnaie, voir comment quelqu'un qui s'est investi depuis un bon bout de temps sur ce produit d'investissement, sur cette monnaie-là, fonctionne. Le but, c'est que nous apprenions ensemble et que vous puissiez gagner si vous décidez de vous lancer dans ça, ou même si vous ne vous lancez pas dans ça, vous dormirez moins bête, puisque vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, potentiellement une monnaie sur laquelle vous êtes intéressé, crypto-monnaie, et likez, partagez, et je vous dis avec Patrick à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Ciao. Au revoir.